Dans le cours précédent, on avait une variable aléatoire discrète qui ne prenait qu'un nombre fini de valeurs, 0, 1, 2, 3, 4 et rien au-delà. Et on va avoir avec la loi de Poisson un exemple de loi discrète qui peut prendre toutes les valeurs entières, même des valeurs très grandes, 30, 50, 200, 3000, vraiment toutes les valeurs entières jusqu'à l'infini. Alors cette loi de Poisson dépend d'un paramètre lambda qui va intervenir dans la formule qui vous donne la probabilité de chaque valeur. Mettons pour une valeur k, avec k un entier fixé, la probabilité d'obtenir cette valeur est donnée par cette formule exponentielle de moins lambda, lambda puissance k, et au dénominateur la factorielle de k. Alors la factorielle de k, je vous rappelle qu'elle est définie comme le produit de tous les entiers consécutifs, 1, 2, 3, etc. jusqu'à k. Donc cette formule marche pour tous les entiers sauf pour 0. Alors par convention, on pose factoriel de 0 égale à 1. Alors première chose, quand on vous donne les probabilités des diverses valeurs pour tous les entiers k, il faudrait avant toute chose s'assurer que lorsque vous faites la somme de toutes ces probabilités pour tous les entiers k, 0, 1, 2, 3 jusqu'à l'infini, s'assurer que cette somme est bien égale à 1. Un autre exercice supplémentaire que je vous laisse à compléter par vous-même pour étoffer ce cours, c'est le calcul de l'espérance et de la variance pour une loi de Poisson. On avait les formules dans le cours précédent et là vous allez vous rendre compte que l'espérance et la variance coïncident et en plus leur valeur, ça n'est rien d'autre que le paramètre lambda de votre loi de Poisson. Bon, c'est une particularité à retenir. Chaque fois que vous rencontrez une variable aléatoire où l'espérance et la variance sont très voisines, ça voudra dire que la loi de X est très proche d'une loi de Poisson. Alors pour calculer cette espérance et cette variance, vous aurez des sommes, des sigmas à calculer et ils seront un peu plus délicats que les calculs d'espérance et de variance qu'on avait au précédent cours où on avait la chance que la variable aléatoire ne prenait que 5 valeurs. Ici, vous avez une variable aléatoire x qui prend une infinité de valeurs. Donc dans les sommes, dans les sigmas qui définissent les espérances et les variances, cette fois-ci, vous allez avoir une infinité de termes. Pareil pour la somme que je vous demandais de calculer tout à l'heure pour vous assurer que la somme de toutes les probas est égale à 1. Bon, c'est vraiment une somme avec une infinité de termes, une vraie série numérique. Alors pour pouvoir calculer cette somme, vous aurez besoin du résultat que j'ai rappelé dans l'encadré, que vous avez peut-être rencontré dans d'autres matières en parallèle, en physique, ou quand vous travaillez avec les séries de Fourier, je ne sais pas. En tout cas, c'est un résultat très important à retenir. Quand vous avez une somme pour tous les entiers k, 0, 1, 2, 3 jusqu'à plus l'infini, une somme de termes de la forme x exposant k avec x un réel fixé, donc des termes de la forme x exposant k divisé par factoriel k, eh bien la somme de cette série, retenez que c'est l'exponentielle de x. Donc ça vous expliquera pourquoi on a cette constante avec une exponentielle en facteur dans la formule qui vous donne les probabilités. Ça vous expliquera d'où sort ce terme. Voilà, donc cette série usuelle, très célèbre dans l'encadré, donc elle va intervenir 3 fois sur les 3 exercices que je vous demande de faire en complément et de rajouter dans le cours. La somme de toutes les probabilités, le calcul d'espérance et le calcul de variance. Voilà, ça vous fait 3 exercices supplémentaires. Et avec ça, eh bien, vous aurez tout ce qu'il faut pour traiter l'exercice sur la feuille numéro 1. À la fin, vous avez un exercice qui utilise justement les lois de Poisson. Donc, il s'agit de dénombrer combien d'appels reçoit le standard téléphonique de la compagnie d'Air France. Et on vous dit que sur un laps de temps d'une durée d'1 minute, le nombre d'appels est justement représenté par une loi de Poisson. Alors, il ne vous donne pas explicitement le paramètre de cette loi de Poisson, mais il vous l'indique indirectement parce qu'il signale que la moyenne, c'est 1,2. Alors une moyenne, qu'est-ce que c'est? C'est une espérance. Et tout de suite, vous pensez au résultat que vous avez établi là dans le cours, à savoir que l'espérance pour une loi de Poisson, elle coïncide avec le paramètre lambda.
Voilà donc indirectement, l'énoncé de cet exercice 1,9, en vous fournissant la moyenne, l'espérance, ils vous fournissent aussi le paramètre 1,2 et à partir de là, donc, vous aurez à calculer les probabilités de ce style et dans les formules, vous aurez juste à injecter lambda 1,2. Oui, bon, dans une feuille de travail, dans la première colonne, j'ai énuméré les premières valeurs possibles pour une loi de Poisson, c'est-à-dire les premiers entiers 0, 1, 2, 3. Bon, je me suis arrêtée à 15 parce qu'il fallait bien s'arrêter à un certain moment, mais on aurait pu prolonger la liste, hein, puisque justement une loi de Poisson, elle peut prendre n'importe quelle valeur entière, vraiment tous les entiers, a priori jusqu'à l'infini. Et dans une deuxième colonne, on va faire calculer par minitable les probabilités de ces valeurs. Donc ça vous sert de correction quand vous calculez par vous-même à la calculette les probabilités des premières valeurs, mais avec Minitab, ça permet d'être plus précis et plus rapide. Alors chaque fois que vous avez besoin de calculer des probabilités pour une loi usuelle, vous allez dans l'onglet Calque. Hein, on veut calculer des probabilités, donc on va dans l'onglet Calque et vers la fin de la liste, vous avez l'onglet Loi de probabilité, donc qui ouvre sur un catalogue de lois usuelles. Donc, il faut aller chercher la loi qui vous intéresse dans ce catalogue. On veut la loi de Poisson. Voilà. Donc, alors, le point délicat, c'est au démarrage le choix entre les trois boutons qui vous sont proposés. Donc là, on veut calculer la probabilité que x soit égal à k. Alors, vous cliquez bien le premier bouton, probabilité tout court. Alors, il faut renseigner le paramètre là dans la fenêtre moyenne, hein. On vient de voir que pour une loi de Poisson, la moyenne et le paramètre, c'était la même chose. Donc dans l'exercice là, avec le nombre d'appels téléphoniques au standard de la compagnie aérienne, on a vu que la moyenne, le paramètre lambda, c'est 1,2. En colonne d'entrée, vous mettez la colonne avec tous les entiers K. Et en colonne de stockage, vous mettez la deuxième colonne, là où on veut voir apparaître les probabilités. Voilà. Donc vous vous rendez compte que les premières valeurs ont des probabilités non négligeables de l'ordre de 30%, 20%, puis ensuite ça décroît et puis très vite ça devient vraiment très petit. Par exemple sur les dernières lignes, vous voyez 0, mais ça ne veut pas dire que la probabilité est nulle, ça veut dire qu'elle est petite. Donc par exemple, on pourrait demander à Minitab d'afficher plus de décimales. Comme ça, on se rendrait compte que ces valeurs 0, en fait, ce n'est pas des vraies valeurs 0. Alors comment on fait ça? On va dans la rubrique données, vers le bas, changer le type des données. Dans la fenêtre variable, vous mettez la colonne des probabilités. Vous cliquez sur la ligne virgule fixe et puis mettons qu'on demande 10 décimales. Voilà, hein, donc vous vous rendez compte que certaines probabilités qui avaient l'air nulles précédemment, on se rend compte qu'en fait elles ne sont pas nulles, elles sont très petites, mais elles ne sont pas nulles. Si vous prenez une grande valeur de k, mettons k égale 35 par exemple, donc la probabilité que x prenne la valeur 35, cette probabilité n'est pas nulle. Elle est très petite, très faible, mais elle n'est pas nulle. Donc ça veut dire que cette valeur 35, c'est pas une valeur impossible, c'est une valeur très rare, mais elle pourrait se produire. Alors c'est pour ça qu'on appelle aussi la loi de Poisson la loi des événements rares, parce qu'elle ne prend, avec des probabilités conséquentes, elle ne prend en gros que des petites valeurs. Hein, donc les valeurs plus grandes sont extrêmement rares, hein. Alors pour visualiser ce phénomène, on peut aussi utiliser dans Minitab une manip graphique. Si vous allez dans Graphique, diagramme de loi de probabilité, ici à la fin de la deuxième rubrique. Voilà, vous cliquez OK et puis là, sous cette ligne, vous avez un catalogue de diverses lois usuelles. Donc là, nous, on doit chercher la loi de Poisson et on met la moyenne, le paramètre. Donc ici, dans l'exercice sur les appels téléphoniques, la moyenne c'est 1,2. Voilà, donc je clique sur la petite icône en bas de l'écran pour avoir la la plage blanche qui occupe tout l'espace. Voilà, donc vous avez en abscisse les diverses valeurs possibles pour votre loi de Poisson et au-dessus de chaque valeur, Minitab a dessiné un rectangle dont la hauteur est proportionnelle à la probabilité de la valeur en abscisse. Donc vous voyez que les valeurs 0, 1, 2, 3 ont des probabilités non négligeables, mais ensuite
comme on l'avait remarqué sur les valeurs numériques. Ensuite, ça décroît très vite et puis vous voyez déjà à partir de la valeur 6, on ne voit plus rien sur le dessin. Puis Minitab ne présente même pas les valeurs suivantes, hein. Donc quelqu'un qui connaît pas bien la loi de Poisson, il risque d'être induit en erreur par un affichage de ce style. Il risque de croire que les valeurs s'arrêtent ici à l'entier 5 et qu'il n'y a plus rien au-delà, alors que c'est juste un problème de proportion, un problème d'échelle qui fait qu'on ne peut pas voir à l'écran les rectangles bleus qui devraient quand même figurer, hein. D'accord, donc les affichages de Minitab là, pour les diagrammes des diverses lois de Proba, c'est ça le piège. Si on ne connaît pas bien rigoureusement sa définition pour la loi qu'on est en train d'étudier, on risque d'avoir des idées fausses qui sont propagées par les dessins de Minitab, hein. Donc malgré les apparences, la liste des valeurs possibles pour notre loi de Poisson, ça ne s'arrête pas à 5, hein. Donc il faut savoir qu'il y a a priori une infinité d'autres valeurs, tous les entiers au-delà de 6. Dans l'exercice sur les appels téléphoniques, donc pour les 3 premières questions, on compte le nombre d'appels téléphoniques sur un laps de temps d'une durée de 1 minute. Donc là, c'est bon, là on sait que c'est une loi de Poisson, 2 paramètres 1,2, donc là il n'y a pas de souci pour faire les calculs de probabilité. Mais attention, de la dernière question, là on compte le nombre d'appels sur un laps de temps d'une durée de 2 minutes. Donc là, c'est plus une loi de Poisson de paramètre 1,2, hein. Alors comment faire pour traiter cette dernière question? Eh bien, c'est justement l'occasion de citer en cours un théorème intéressant sur l'addition des lois de Poisson. Si vous avez x et y, deux variables aléatoires qui suivent toutes les deux une loi de Poisson, bon, pas forcément le même paramètre. Si ces deux variables sont indépendantes, alors la somme x plus y suivra aussi une loi de Poisson et le paramètre est très simple, il suffit d'additionner les deux paramètres des deux lois de Poisson. Alors justement, ça nous aidera à traiter l'exercice des appels téléphoniques. Quand on a un laps de temps d'une durée de 2 minutes, eh bien on le décompose en 2 laps de temps d'1 minute successivement. Et on note grand X le nombre d'appels reçus par le standard entre 11h et 11h01 et Y le nombre d'appels entre 11h01 et 11h02. Donc comme ça, X et Y, chacune, elles suivent bien une loi de Poisson de paramètre 1,2 parce qu'elle compte le nombre d'appels bien sur un laps de temps d'une durée de 1 minute. Donc si on veut connaître le nombre d'appels pendant le laps de temps d'une durée de 2 minutes, eh bien on va considérer la variable aléatoire S, X plus Y, hein, exactement comme dans le théorème. Et cette variable S, elle va suivre une loi de Poisson avec les paramètres lambda et mu égaux à 1,2. Ça vous donne pour S une loi de Poisson de paramètre 2,4. Une autre loi usuelle très, très importante, absolument fondamentale, c'est la loi de Bernoulli. Donc elle intervient dans toutes les situations où vous avez que deux possibilités, quand on pose une question où il n'y a que deux réponses, oui ou non. Vous avez alors affaire à une loi de Bernoulli. Par exemple, si on étudie un atome radioactif, est-il désintégré, oui ou non? Ben, on peut coder ça en attribuant la valeur 1 lorsqu'il y a la réponse oui et la valeur 0 lorsqu'il y a la réponse non. Pareil, lors d'un dépistage pendant une épidémie, un individu est-il contaminé, oui ou non? Pareil, on peut coder la réponse avec des 1 et des 0. Et très souvent, en probabilité, vous avez des exercices avec les jeux de hasard. Bon, moi, j'aime pas trop ça parce que c'est un peu futile et superficiel. Je préfère les exemples qui sont pris dans la vie de tous les jours ou dans les matières scientifiques. Mais bon, puisqu'il y a une tradition en probabilité avec des énoncés sur les jeux de pile ou face, eh bien là aussi, c'est une situation qu'on peut modéliser avec une loi de Bernoulli. Hein, vous lancez la pièce, il n'y a que deux possibilités, pile ou face, vous pouvez coder ça avec des 1 et des 0, hein. Donc une loi de Bernoulli, c'est une variable aléatoire qui ne prend que deux valeurs, 1 et 0. Le paramètre P, c'est la probabilité de la valeur 1. Et donc pour la valeur 0, vous avez la probabilité 1 moins P.
Donc je vous laisse vérifier les formules pour l'espérance et la variance, hein. C'est une application des formules qu'on avait dans le cours précédent. Alors des lois de Bernoulli, mine de rien, vous en avez beaucoup dans votre fiche de TD numéro 1. Dans l'exercice 6, on recherche dans la population les personnes qui parlent espéranto. Voilà, donc on vous dit que c'est en gros 2% de la population qui parle cette langue. Bon, puis ils vous font étudier la situation sur un groupe de 100 personnes. Pour l'instant, pour démarrer, on va pas traiter une foule aussi importante. On va regarder ce qui se passe juste pour une personne isolément. Si on se pose la question est-ce qu'elle parle espéranto ou pas, ben, il n'y a que deux réponses possibles, oui ou non. Donc on peut attacher à cette personne une variable aléatoire x qui va suivre la loi de Bernoulli. Elle prendra la valeur 1 lorsque la personne parle espéranto et la valeur 0 dans le cas contraire. Et cette variable aléatoire, ça vous donne un exemple de loi de Bernoulli. Et le paramètre P, donc la probabilité de la valeur 1, c'est 2%, parce que dans l'énoncé, ils vous disent qu'il y a 2% de la population qui parle espéranto. Donc voilà la situation quand vous considérez une seule personne et vous vous demandez si elle parle cette langue. Donc après, dans l'exercice 6 à proprement parler, quand il faut traiter un groupe de 100 personnes, on verra ça un petit peu plus tard. L'exercice 1.8, on a un affichage de chiffres par un programme. Répéter ces affichages n fois sur n chiffres. Bon, dans un premier temps, on ne va pas traiter un aussi grand degré de complexité. On va regarder juste pour un affichage, hein. Voilà, un affichage, on récupère un chiffre et il recherche particulièrement la situation où c'est le chiffre 9 qui s'affiche, hein. Voilà, donc là, pareil, à chaque affichage, se pose la question, est-ce que c'est la valeur 9 qui va s'afficher ou bien un autre chiffre? Là aussi, on peut coder ça avec des 1 et des 0, hein. Voilà, donc dans un premier temps, on fait un seul affichage, la situation de l'exercice 1.8 avec les n affichages successifs, on verra ça pour plus tard. Pour l'instant, on regarde la situation élémentaire avec juste un affichage. Donc l'ensemble de tous les résultats possibles, c'est tous les chiffres possibles, hein, il y en a 10 en tout, 0, 1, 2, 3 jusqu'à 9. Et donc, ce qu'on recherche particulièrement, c'est le chiffre 9. Donc, pour l'affichage qui s'est produit, on se pose la question, est-ce qu'on a le chiffre 9 qui s'est affiché, oui ou non? Voilà, donc on peut coder ça à l'aide d'une variable aléatoire que j'ai notée y. Elle prendra la valeur 1 quand, oui, effectivement, c'est le chiffre 9 qui s'est affiché, ou bien la valeur 0 quand c'est un autre chiffre qui s'est affiché. Voilà, donc y, elle suit bien une loi de Bernoulli, elle prend que les valeurs 1 et 0. Et pour avoir le paramètre P de cette loi de Bernoulli, il faut juste regarder la probabilité de la valeur 1, c'est-à-dire la probabilité que ce soit le chiffre 9 qui s'affiche. Et ça, c'est une probabilité de 1 dixième puisqu'il y a 10 chiffres différents en tout. Donc voilà le paramètre P, 1 dixième ici. Voilà ce qui se passe lorsqu'on fait un seul affichage et puis après on verra plus tard le cas de n affichage pour traiter l'exercice 1.8 à proprement parler. Alors vous pouvez trouver encore des lois de Bernoulli bien, dans le tout premier exercice, des questions d'élection. Donc un candidat Dupont qui a remporté 45% des suffrages et vous prélevez 3 électeurs. 3 électeurs. Donc pour chacun de ces 3 électeurs, se pose la question, est-ce qu'il a voté pour Dupont, oui ou non? Donc pour chaque électeur, on peut lui associer une variable aléatoire qui va suivre la loi de Bernoulli. Donc on se retrouve avec 3 variables aléatoires qui vont toutes suivre une loi de Bernoulli. Mettons donc ces variables aléatoires, je note x1, x2, x3. L'indice, c'est le numéro de l'électeur, hein, donc la variable aléatoire xi. Bon, pour i, vous fixez un indice, 1, 2 ou 3. Hein. Voilà, donc la variable xi, elle va prendre la valeur 1 si l'électeur numéro i a voté pour le candidat Dupont, et la variable prend la valeur 0 si le même électeur numéro i a voté pour un autre candidat. Voilà, donc deux valeurs 1 et 0, aucune autre valeur, donc on a bien affaire à une loi de Bernoulli. Et pour obtenir le paramètre P, on recopie la probabilité de la valeur 1
Et justement, dans l'énoncé, il nous disait que les lecteurs votent pour ce candidat avec une probabilité de 45%. Donc ça vous donne le petit p égale à 0,45. Voilà, donc ça, c'est ce qui se passe pour chaque électeur séparément. Et maintenant, vous considérez 3 électeurs. Et on vous pose des questions du genre, quel est le nombre, sur les 3 électeurs, quel est le nombre d'électeurs qui ont voté pour le candidat Dupont? Alors regardez bien comment on va traiter la situation des 3 électeurs simultanément. Cette somme-là, elle va fonctionner comme un compteur. C'est-à-dire vous regardez un électeur après l'autre, est-ce qu'il a voté pour le candidat Dupont, oui ou non? S'il a voté pour le candidat Dupont, vous rajoutez un cran au compteur. S'il n'a pas voté pour le candidat Dupont, le compteur reste stationnaire. Hein, donc là, vous avez une somme de 0 et de 1, et quand vous avez terminé d'additionner, vous obtenez exactement le nombre d'électeurs qui ont voté pour Dupont parmi les 3 électeurs considérés. Hein, c'est-à-dire qu'on est passé d'une variable xi pour un électeur pris isolément, on avait une variable xi qui suivait la loi de Bernoulli, et ce qu'on a fait là, on a associé 3 Bernoulli, on a additionné 3 variables aléatoires de Bernoulli, donc des variables indépendantes, hein, c'est précisé dans l'énoncé qu'il n'y a pas d'influence entre les électeurs. Et maintenant, comment est-ce qu'on va pouvoir calculer, mettons, la probabilité que S soit égale à 2? C'est-à-dire 2 électeurs parmi les 3 ont voté pour le candidat Dupont. Donc on explique vraiment avec des arguments élémentaires comment calculer cette probabilité. On fait semblant de ne pas connaître la loi binomiale, on la verra tout à l'heure, la loi binomiale, et justement l'argument qu'on va voir immédiatement, c'est l'argument qui permet de construire la loi binomiale, de faire apparaître la loi binomiale comme une somme de diverses lois de Bernoulli indépendantes. Donc on ne se contente pas juste de parachuter la formule de loi binomiale comme on a dû vous le faire au lycée, on démontre d'où sort cette loi binomiale. Donc elle s'obtient en sommant des lois de Bernoulli. On n'en est pas là encore pour l'instant, donc on est dans un cas très, très élémentaire, une sorte de loi binomiale de paramètre 3, mais on la traite avec des moyens rudimentaires, on fait semblant de ne jamais avoir entendu parler de loi binomiale. Alors, comment exprimer le fait que 2 électeurs sur les 3 ont voté pour le candidat Dupont? Alors justement, avec les variables xi, les lois de Bernoulli, on arrive à formuler ça facilement. Donc il y a différents cas qu'il faut séparer et traiter à part. Par exemple, il y aurait la possibilité où où les électeurs 1 et 2 ont voté pour Dupont, mais l'électeur numéro 3 n'a pas voté pour lui. Une autre possibilité, c'est l'électeur numéro 1 et l'électeur numéro 3 qui ont voté pour Dupont, mais l'électeur numéro 2 n'a pas voté pour lui. Et la dernière possibilité, c'est lorsque les électeurs numéro 2 et 3 ont voté pour Dupont, et l'électeur numéro 1 n'a pas voté pour le candidat Dupont. Voilà, donc on sépare bien ces 3 possibilités, et à la fin, donc il faudra additionner ces 3 probabilités si on veut connaître la probabilité de S égale 2. Mais pour l'instant, on traite ces 3 probabilités séparément. Alors les virgules, ça signifie une intersection, c'est-à-dire qu'on a l'événement x1 égale 1 simultanément avec l'événement x2 égale 1 et simultanément avec l'événement x3 égale 0, c'est-à-dire que là, dans cette parenthèse, on a une intersection de 3 événements indépendants. Et la notion d'indépendance, pour les événements, on connaît ça très bien, ça nous assure que la probabilité de l'intersection des 3 événements, on peut la simplifier en un produit de 3 probabilités prises séparément. Et ça, c'est vraiment très intéressant, parce que chacune des 3 probabilités, on sait la calculer facilement, c'est une loi de Bernoulli, c'est absolument élémentaire. Donc la probabilité de la valeur 1 pour une loi de Bernoulli, c'est P. Donc ici, les 2 premières probas valent P, et la probabilité de la valeur 0, c'est 1 moins P, d'où le 3e terme ici. Voilà, et vous traitez de la même façon les 2 autres situations qu'on avait dégagées. Alors dans tous les cas, votre résultat à la fin, c'est P carré fois 1 moins P.
même s'ils apparaissent dans un ordre différent. Après, lorsque vous effectuez la multiplication, vous trouvez toujours p carré fois 1 moins p pour chacune des trois probabilités. Et donc, on disait tout à l'heure que la somme de ces trois probabilités, ça vous fait la probabilité de S égale 2. Donc, finalement, la probabilité que parmi les trois électeurs, exactement deux électeurs votent pour Dupont, ça va vous faire 3 p carré fois 1 moins p. Et le 3 qui apparaît là, c'était le nombre de cas qu'on a dû séparer, c'est-à-dire le nombre de façons de choisir deux électeurs parmi trois. C'est un coefficient binomial. Et la formule de probabilité qu'on a obtenue, c'est une formule de loi binomiale. La variable aléatoire S, on peut dire qu'elle suit la loi binomiale de paramètre n égale 3 et paramètre p. Voilà, donc avant de donner tous les résultats importants au niveau de la loi binomiale, on va faire quelques révisions sur les coefficients binomiaux, hein, puisqu'on vient d'avoir un exemple d'apparition de coefficient binomial au niveau de ce coefficient 3. Alors les coefficients binomiaux, vous avez deux notations différentes. Je crois que vous, au lycée, on vous a montré surtout la notation n au-dessus de k entre deux parenthèses. Mais il y a aussi une autre notation qu'il faut connaître, c'est nk. Et donc ce nombre-là permet de connaître le nombre de façons différentes de choisir k éléments, k objets parmi n. Hein, ces coefficients binomiaux, ils vous ont servi dans des problèmes de dénombrement, des problèmes de combinatoire que vous avez vus au lycée. Alors, comment calculer ces coefficients binomiaux? Dans un premier temps, on vous les a définis à l'aide des factoriels. Le seul problème, c'est que les factoriels, très vite, elles prennent de très grandes valeurs que votre calculette n'est peut-être même plus en mesure de calculer. Donc faire des produits et des divisions avec des nombres aussi énormes, c'est pas possible. Voilà, là je vous ai donné un petit renseignement qui permet de voir à quelle vitesse factoriel n tend vers plus l'infini. Bon, c'est pas une formule exacte, hein, c'est pas une égalité exacte, hein, c'est juste un équivalent, mais quand même ça permet de voir que ce factoriel n, il se comporte en gros comme du n puissance n. Hein, c'est-à-dire que ça tend vers plus l'infini en grandissant très très vite. Hein, donc ça explique ce que je vous disais tout à l'heure, que très vite, vous avez des nombres beaucoup trop grands et qui dépassent les capacités de votre calculatrice. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est une méthode de calcul pour les coefficients binomiaux qui permet de complètement éviter ces factoriels. Hein, là, vous avez une formule qui demande vraiment plein de multiplications et de divisions, c'est-à-dire des opérations coûteuses en temps et puis qui risquent de créer des erreurs, tandis que si on arrive à travailler juste avec des additions, ça sera beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide. Sur Moodle, vous avez pu voir que je vous avais préparé un PDF avec un grand tableau qui va servir justement à rassembler tous les coefficients binomiaux. Donc on va apprendre comment remplir les différentes cases de ce tableau. Alors déjà, il y a la moitié des cases qui sont très faciles à remplir, sans aucun calcul. Par exemple, la première colonne pour j égale 0, vous remplissez rien qu'avec des 1 parce que les coefficients binomiaux C, N, J pour j égale 0, ils sont tous égaux à 1. Pareil lorsque j est égal à n, donc ça correspond aux cases sur la première diagonale du tableau. Et puis lorsque j est plus grand que n, vous avez des coefficients binomiaux qui sont nuls. Donc déjà, il y a plein de cases qui tombent très rapidement. Et donc il reste à compléter seulement la partie sous la diagonale, hein, cette partie en forme de triangle. C'est pour ça qu'on appelle ce tableau le triangle de Pascal. Alors les lignes qui sont pas encore totalement complètes, il va falloir les compléter l'une après l'autre, hein. D'abord la ligne n égale 2, puis la ligne n égale 3. Hein. On va procéder dans l'ordre. Déjà aussi, les cases qui vous manquent, vous n'allez pas être obligé de faire des calculs pour forcément toutes les cases. Hein. Il faut bien voir qu'il y a une symétrie. Comme le coefficient CNJ est égal au coefficient CNN moins J, quand vous remplissez une ligne, mettons sur la ligne 5, quand vous calculez la valeur qui est ici,
dans cette case-là, donc pour j égale 1, eh bien ça vous donne en même temps la valeur pour la case symétrique ici au niveau de j égale n-1. Donc sur chaque ligne, en fait, il y a juste la moitié des cases pour lesquelles vous ayez besoin de faire un calcul, hein. Donc il faut s'économiser au maximum et les opérations qui vous resteront à faire, ce sera juste des additions. Donc on remplira les cases à l'aide d'un petit schéma en domino de cette forme. Donc les deux cases supérieures, vous les posez sur des cases où vous connaissez déjà la valeur et la case inférieure, vous la posez sur une case du tableau ou une case du tableau qui est encore vide, hein. Par exemple, quand on voudra terminer la ligne n égale 2, on pose le domino de cette façon-là, et donc la case vide, on l'obtient en additionnant les deux cases déjà remplies juste au-dessus. Et ainsi de suite, donc vous remplissez les lignes les unes après les autres. Une fois que vous aurez la ligne 4 complète, mettons pour connaître cette case ici de la ligne 5, il suffira d'additionner les deux précédentes. Voilà, donc le schéma c'est toujours le même. Vous placez les deux cases supérieures sur une ligne où vous avez déjà calculé tous les coefficients. Vous prenez les deux coefficients qui apparaissent là, vous les mettez ensemble, vous additionnez et le résultat vient se poser ici. Voilà, donc avec ça, vous n'aurez aucun problème pour remplir le tableau des coefficients binomiaux que je vous ai préparé en fichier PDF sur Moodle, hein. Vous pourrez comme ça, rien qu'avec des additions, aller, mettons, jusqu'à la ligne n égale 11. La loi binomiale est une généralisation de la loi de Bernoulli. On la note BNP avec un entier n quelconque. Et pour n égale 1, vous reconnaissez en cas particulier la loi de Bernoulli. Alors la loi de Bernoulli ne prenait que deux valeurs 0 et 1. Et la loi binomiale, ici avec n quelconque, elle va prendre les valeurs 0, 1, 2, 3 jusqu'à n. Et pour un entier quelconque j dans cette liste, compris entre 0 et n, la probabilité que x prenne cette valeur j, cette probabilité est donnée par la formule dans le cadran rose, d'abord le coefficient binomial, puis p exposant j et 1 moins p exposant n moins j. Donc cette formule, dans le cas particulier où n était égal à 3 et j égale 2, on l'avait démontré à la main de façon artisanale dans l'exemple des trois électeurs, quand on se posait la question sur les trois électeurs, quelle est la probabilité que deux d'entre eux aient voté pour le candidat Dupont. Donc la formule que vous voyez maintenant à l'écran dans le cadre en rose, c'est une généralisation de cette formule et elle s'obtiendrait avec le même type d'argument, hein. L'idée de base, c'est qu'une loi binomiale, donc ici de paramètres n et p, se présente comme une addition de n lois de Bernoulli indépendantes de paramètres p. Donc dans l'exemple des trois électeurs, on avait une somme de trois lois de Bernoulli indépendantes. Donc pour une loi binomiale quelconque, c'est le même principe, elle s'obtient en additionnant n lois de Bernoulli indépendantes. Alors en particulier, lorsque p est égal à 1/2, vous verrez qu'il y a une simplification sur cette formule. Alors première chose, bien sûr, comme pour la loi de Poisson tout à l'heure, il faudrait s'assurer que lorsque vous faites la somme de toutes ces probabilités, vous tombez bien sur la valeur 1. Donc premier exercice supplémentaire. Aussi, calculer l'espérance et la variance en utilisant les formules données dans le cours précédent. Voilà, donc ça vous fait 3 exercices supplémentaires, la somme de toutes les probabilités, l'espérance, la variance, des exercices classiques à savoir faire et donc vous aurez un sigma, une somme à évaluer. Bon, cette fois-ci, c'est une somme avec un nombre fini de termes. C'est pas comme tout à l'heure pour la loi de Poisson, on avait des sigmas comportant une infinité de termes. Là, il y aura qu'un nombre fini de termes, mais à cause des coefficients binomiaux, ça peut être quand même un petit peu délicat à traiter. Alors pour ça, en indication, je vous rappelle la formule du binôme de Newton. Hein, vous connaissez très bien la formule pour a plus b exposant 2, a plus b exposant 3. Eh bien, on peut généraliser et il existe une formule qui développe a plus b exposant n pour un entier n quelconque et vous aurez besoin de cette formule pour les calculs de somme que je vous laisse en exercice, hein. Donc il faudra appliquer ça avec grand N égale n ou bien n plus 1 ou n moins 1, à vous de voir. Alors pour le calcul de l'espérance, pour simplifier à l'intérieur de votre somme, vous aurez peut-être besoin de la formule qui est présentée là. Et puis pour le calcul de la variance, il y a sûrement cette formule ici qui peut éventuellement vous aider.
Alors, un théorème important, on avait le même pour les lois de Poisson tout à l'heure, comment additionner deux lois binomiales, deux variables aléatoires x et y qui suivent toutes les deux des lois binomiales. Donc très important, le paramètre p doit être le même pour les deux variables x et y. Bon, le premier paramètre, l'entier, peut être différent. Et si les deux variables x et y sont indépendantes, eh bien leur somme x plus y suivra aussi une loi binomiale de paramètre n plus m, et le paramètre p est conservé à l'identique. Donc en particulier, si vous additionnez deux lois de Bernoulli, ça vous donne une loi binomiale de paramètres 2 et p. Et là, j'ai donné le théorème avec une somme de deux termes, de deux variables aléatoires seulement, mais bien sûr, vous pouvez généraliser ça à une somme de trois variables aléatoires, quatre variables aléatoires, autant que vous voulez, hein. Alors justement, ben voilà, hein, rappel de la situation là dans l'exemple des trois électeurs, hein. Voilà, donc à chaque électeur, on avait associé une variable aléatoire xi. Xi suivait une loi de Bernoulli, B1P, avec le paramètre P 45%. Voilà, donc en additionnant x1 plus x2 plus x3, vous additionnez trois lois de Bernoulli indépendantes. La somme, grâce au théorème précédent, va suivre une loi binomiale de paramètres 3 et p. Voilà, donc avec ça, vous avez toutes les formules pour calculer toutes les probabilités que l'on peut imaginer au niveau de la variable aléatoire S. Voilà, si on reprend maintenant l'exercice concernant les personnes qui parlent espéranto, donc on avait déjà analysé la situation lorsqu'on a une seule personne qu'on interroge pour savoir si elle parle espéranto. Donc maintenant on a un groupe de 100 personnes et on voudrait savoir dans ce groupe de 100 personnes combien parlent l'espéranto. On se ramène à 100 personnes prises individuellement, hein. Pour une personne numéro i prise individuellement, on avait vu qu'on pouvait lui associer une variable aléatoire, mettons que je la note xi, une variable aléatoire qui suit la loi de Bernoulli, hein. C'est une variable qui prend la valeur 1 si la personne considérée parle l'espéranto et la valeur 0 si elle ne parle pas cette langue. Le paramètre P, on l'avait identifié avec 2% fourni par l'énoncé. Et maintenant, si vous fabriquez un compteur en additionnant toutes ces lois de Bernoulli, x1 plus x2 plus x3 plus x100, donc c'est un compteur, et puis vous interrogez les personnes les unes après les autres. Quand vous rencontrez une personne qui parle espéranto, le compteur progresse d'un cran. Lorsque la personne ne parle pas espéranto, le compteur reste stationnaire et à la fin, une fois que vous avez terminé d'additionner, dans cette somme, vous n'avez rien que des 0 et des 1 et quand vous avez terminé d'additionner, ça vous donne exactement le nombre de personnes qui parlent espéranto dans ce groupe de 100 personnes. Et avec le théorème rappelé juste au-dessus, vous savez en plus que cette variable aléatoire grand S, la loi qu'elle suit, eh bien, c'est une loi binomiale, hein, par une loi binomiale BNP, donc le P, le paramètre P qu'on avait déjà pour les lois de Bernoulli, 2%, et le premier paramètre N, c'est le nombre de personnes dans le groupe, c'est-à-dire 100. Et avec ça, vous avez toutes les formules qu'il faut pour calculer toutes les probabilités qu'on vous demande dans l'exercice. Vous allez quand même pas construire le tableau triangle de Pascal jusqu'à la ligne 100, hein. Donc vous pouvez avoir besoin de quelques formules simplifiées pour les coefficients binomiaux. Elles sont indiquées ici et très bon exercice, contrôlez que vous savez les redémontrer. Alors, autre exercice de votre fiche numéro 1, l'exercice avec le programme qui affichait des chiffres. Donc on avait analysé la situation quand on fait un seul affichage et maintenant on va avoir n affichages successivement et chaque fois à chaque affichage, ce qu'on recherche particulièrement c'est le chiffre 9 et on va voir combien de fois il se présente au cours des n affichages. Donc on a vu que pour un affichage, on pouvait lui associer une variable aléatoire qui suivait la loi de Bernoulli. Voilà, donc on va répéter cette manip pour les n affichages. Vous voyez, pour chacun des n affichages, on lui associe une variable aléatoire. Mettons pour l'affichage numéro i, on lui associe la variable aléatoire yi qui prend la valeur 1 si effectivement on a obtenu le chiffre 9 à l'affichage numéro i, et on lui donne la valeur 0 si
on a obtenu un autre chiffre à l'affichage lors de l'affichage numéro i. Voilà, donc cette variable aléatoire yi, elle suit bien une loi de Bernoulli et le paramètre p, 1/10, on l'avait identifié tout à l'heure. Alors maintenant, pour prendre en compte tous les affichages, hein, pas un seul affichage, mais tous les n affichages, on se fabrique un compteur en additionnant y1 plus y2. Voilà, on additionne tous les n Bernoulli. Et bon, c'est un compteur, hein, voilà, vous regardez chaque affichage l'un après l'autre. Quand l'affichage a donné le chiffre voulu, là le chiffre 9, votre compteur progresse d'un cran. Quand votre affichage ne donne pas le chiffre voulu, le compteur ne progresse pas, il reste stationnaire et à la fin, quand vous avez additionné tous vos Bernoullis, ça vous donne exactement le nombre de chiffres 9 qui sont apparus au cours des n affichages. Voilà, donc premier renseignement intéressant. Et deuxième renseignement intéressant, c'est que cette variable, la somme des n Bernoulli, eh ben, sa loi, c'est une loi bien connue, la loi binomiale de paramètres n et p. Donc le même p qu'on avait déjà à l'époque des lois de Bernoulli. Voilà, donc une fois que vous avez identifié ça, vous savez répondre à toutes les questions. Alors, où est-ce que sur votre fiche, là, il y a plein d'exercices qui se traitent tous sur le même principe. Alors aussi, mettons l'exercice 7. Voilà, c'est un automobiliste qui passe 5 fois de suite à un carrefour. Et à chaque passage, la possibilité qu'il trouve le feu vert, c'est une probabilité de 3/5. Voilà, il passe 5 fois au carrefour. Et à chaque passage, la probabilité d'avoir le feu vert, c'est 3/5. Voilà, donc toujours simplifier la situation. On voit qu'on répète plusieurs fois de suite toujours la même manip. Voilà, c'est une répétition 5 fois de suite d'un passage au carrefour. Donc on commence dans un premier temps à étudier la situation élémentaire, juste un passage au carrefour. Voilà, donc à ce niveau-là du raisonnement, vous récupérez une loi de Bernoulli. Et ensuite, pour prendre en compte la totalité des 5 passages au carrefour, vous allez additionner ces 5 lois de Bernoulli. C'est comme ça qu'on justifie rigoureusement l'apparition d'une loi binomiale. Les 5 passages à ce carrefour, le passage numéro i, je lui associe une variable aléatoire yi qui prend la valeur 1 si le feu était vert et la valeur 0 si le feu était rouge. Donc la variable y suit une loi de Bernoulli, le paramètre p, c'est-à-dire la probabilité de la valeur 1, c'est 3/5. Et pour cumuler les 5 passages au carrefour, on additionne les 5 lois de Bernoulli. De nouveau un compteur, une addition où vous n'avez que des 0 et des 1. Donc le résultat, ça vous donne le nombre de passages au carrefour où l'automobiliste a trouvé le feu vert. Et en même temps, vous savez que cette somme, elle suit la loi binomiale. Donc vous avez toutes les formules nécessaires pour vos calculs. Dans l'énoncé, on vous demande aussi la fonction de masse. Je n'avais pas encore donné la définition. Alors c'est une vraie fonction de maths, hein. C'est pas une fonction aléatoire, c'est pas une variable aléatoire, hein. C'est une fonction de R, ensemble de départ, vers l'intervalle 0,1, qui à chaque réel x associe la probabilité que votre variable aléatoire prenne exactement cette valeur petit x. Voilà, donc comme votre variable aléatoire elle ne prend que les valeurs 0, 1, 2, 3 jusqu'à 5, pour tous les réels autres que 0, 1, 2, 3, 4, 5, vous avez une probabilité nulle. Et puis pour les valeurs 0, 1, 2, 3, 4, 5, c'est les valeurs données par les probabilités de loi binomiale. La fonction de répartition, on en avait déjà parlé au cours précédent, vous aviez déjà la définition. Alors justement pour l'exemple des carrefours et des feux verts, on va effectuer les calculs de loi binomiale à l'aide de Minitab. Donc dans une première colonne de la feuille de travail, j'ai porté des valeurs K de notre variable aléatoire x de loi binomiale, le paramètre 5 et
Donc P égale 3/5. Le premier paramètre n est égal à 5, donc elle prend toutes les valeurs 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, vous avez toutes les valeurs possibles pour la variable aléatoire x, et on va indiquer les probabilités dans la deuxième colonne, juste à côté, la probabilité de chacune de ces valeurs k. Alors c'est un petit peu la même manip que tout à l'heure avec la loi de Poisson. On veut calculer des probabilités, donc on va dans la rubrique calque. On prend l'avant-dernière onglet, loi de probabilité, et dans le catalogue, je dois chercher la loi binomiale. Alors, toujours le petit problème au démarrage, lequel des trois boutons on va choisir. Comme ici, je veux exactement la probabilité de la valeur entière donnée dans la colonne précédente. Je vais cliquer le premier bouton. Alors ici, nombre d'essais, probabilité d'événement, c'est des paramètres de la loi binomiale. Le nombre d'essais, c'est le paramètre n, donc ici n égale 5. La probabilité d'événement, c'est le paramètre p, donc c'est le 3/5, 0,6. En colonne d'entrée, je mets justement la colonne où j'ai enregistré tous les entiers k. Voilà, et en stockage, on va mettre la deuxième colonne, là où on veut voir apparaître les probabilités de x égale k. Et voilà, là vous avez toutes vos probabilités. Et puis pour la fonction de répartition, on a besoin aussi de connaître les probabilités de x inférieur ou égal à k, les probas cumulés, les fonctions de répartition. Donc c'est presque la même manip. On va dans calque, loi de probabilité, je reprends la loi binomiale dans le catalogue. Donc tout ce qui change, c'est au démarrage. Donc là, on va cliquer le deuxième bouton proba cumulé. Proba cumulé, fonction de répartition, c'est synonyme. Donc là, justement, probabilité de x inférieur ou égal à k, c'est une probabilité cumulée. Donc c'est ça qui change. Maintenant, on clique dans le deuxième bouton. Les paramètres sont identiques. La colonne d'entrée, c'est toujours la colonne où on avait enregistré les entiers k. Et attention, pour le stockage, là, il faut bien changer de colonne. Il faut mettre la troisième colonne avec les probabilités de x inférieur ou égal à k. Voilà. Donc vous voyez, ces probas cumulés, ces fonctions de répartition qui vont en croissant. Dans l'exercice, on vous demande de représenter le graphe, la courbe représentative pour la fonction de masse et pour la fonction de répartition. Donc, je vais vous montrer quelques manips graphiques Minitab qui permettent de visualiser ces courbes. Alors, je ne vais pas faire ces manips en direct sur Minitab, je vous invite à les faire par vous-même de votre côté. Vous avez toutes les directives détaillées dans le manuscrit que j'ai déposé sur Moodle. Il vous suffit de suivre les recettes pas à pas, il y a vraiment toutes les informations nécessaires. Alors, il y a une première représentation graphique qui vous visualise les probabilités de la loi binomiale sous forme de rectangle. Vous voyez en abscisse les valeurs prises par cette loi binomiale, c'est-à-dire les valeurs entières 0, 1, 2, 3 jusqu'à 5. Et au-dessus de chaque valeur, Minitab a dessiné un rectangle dont la hauteur est proportionnelle à la probabilité de la valeur ici en abscisse en bas. Voilà, donc c'est la même manip que tout à l'heure pour la loi de Poisson, juste dans le catalogue des lois usuelles, il faut choisir la loi binomiale au lieu de la loi de Poisson. Donc là, les probabilités sont représentées par des rectangles. Alors il y a une autre manip graphique où les probabilités sont représentées par des segments verticaux. Et puis une autre manip où les probabilités sont représentées par des points, et c'est justement à partir de cet affichage que vous pouvez à la main rajouter sur le dessin. Je l'ai fait ici avec un feutre vert, j'ai visualisé la courbe représentative de la fonction de masse, la fonction qui était notée pi, et cette fonction elle est nulle presque partout. Sauf au nombre 0, 1, 2, 3, 4, 5, enfin là, aux valeurs pour lesquelles la loi binomiale
prend une probabilité non nulle, c'est-à-dire les vraies valeurs qui sont vraiment prises par la loi binomiale, hein. Toutes les autres valeurs, c'est pas des valeurs prises par la loi binomiale, donc la fonction de masse est nulle, hein. Voilà, donc une fonction de masse nulle presque partout, sauf aux points qui correspondent à des vraies valeurs prises réellement par la variable aléatoire avec une probabilité non nulle. Alors vous pouvez de la même façon représenter par des points les probabilités cumulées, hein, les fonctions de répartition, et pareil, à partir de là, vous pouvez, je l'ai rajouté à la main avec un feutre orange, vous pouvez en déduire le graphe de la fonction de répartition, la fonction grand F, hein. Donc elle est nulle sur tout l'intervalle depuis moins l'infini jusqu'à 0. Et puis vous voyez que c'est une fonction en escalier, là, avec des paliers horizontaux, puis il y a un décrochage à chaque valeur entière, enfin les valeurs prises par la variable aléatoire grand X, et puis à partir de la valeur 5, c'est-à-dire la dernière valeur prise par la variable aléatoire grand X, bien après la fonction de répartition, elle présente un palier horizontal là, avec au niveau de la valeur 1. Voilà, alors sur ce schéma-là, on peut dégager quelques propriétés générales des fonctions de répartition. Donc, il y a des propriétés qui seront encore vraies au prochain cours quand on travaillera avec les lois à densité, hein. Donc, la première remarque, c'est qu'une fonction de répartition, c'est toujours une fonction croissante, éventuellement au sens large, hein. Il peut y avoir des paliers où elle reste constante, mais elle n'est jamais décroissante, hein. Alors, il peut y avoir des discontinuités. Là, on a pas mal de discontinuités, mais même au point de discontinuité, là où le graphe fait un saut, eh bien vous avez quand même continuité à droite. Pas à gauche, mais vous avez quand même continuité à droite, en n'importe quel point. Une autre propriété générale valable pour toutes les lois, la fonction de répartition f de x, quand x tend vers plus l'infini, la fonction de répartition tend vers 1. Bon là ici c'est encore mieux que ça, on a carrément un palier où la fonction elle est identiquement égale à 1 à partir d'un certain moment. Du côté de moins l'infini, f de x elle tend toujours vers 0. Et ici, on est dans un cas particulier où elle est carrément identiquement nulle, là, sur tout un intervalle du côté de moins l'infini jusqu'à 0. Voilà, donc des propriétés très importantes au niveau des fonctions de répartition. Alors pour terminer, on va voir une solution à un problème qui est apparu, par exemple, dans l'exercice sur les personnes qui parlent espéranto. Hein, voyons, on se retrouvait avec une loi binomiale où le paramètre n était égal à 100, donc si on avait dès que n devient grand, c'est pénible de calculer les coefficients binomiaux. On va quand même pas dresser le tableau, là, le triangle de Pascal jusqu'à la ligne 100, hein. D'accord? Donc dès que n est grand, on a des problèmes pour obtenir concrètement les probabilités d'une loi binomiale. Alors dans certains cas, on va pouvoir remplacer la loi binomiale par la loi de Poisson. Ça marche pas dans tous les cas, mais par exemple à l'exercice avec les personnes qui parlent espéranto, ça aurait très bien pu s'appliquer. Alors avant tout, il y a un petit phénomène là que je veux mettre en évidence. Là, je vous l'ai mis sous forme d'exercice. Donc imaginez une variable aléatoire qui suit une loi binomiale de paramètres n et p, un p un petit peu bizarre, un p qui dépend de n, un p de la forme lambda sur n. Voilà. Donc écrivez, dans ce cas-là, voilà les formules de loi binomiale qu'on a ici. Donc écrivez ce que ça donne si vous injectez là-dedans p égale lambda sur n. Voilà, donc écrit, et puis bon, vous remplacez j par k pour avoir la formule de probabilité de xn égale k. Et à partir de là, donc vous avez le lambda qui est fixé, le k qui est fixé, vous faites tendre n vers plus l'infini, et à la limite, vous devez tomber sur cette valeur qui évidemment vous fait penser aux formules de probabilité pour la loi de Poisson. Alors dans votre démonstration, vous aurez besoin du résultat que j'indique ici, hein, quand vous avez 1 moins lambda sur n exposant n. On fait tendre n vers plus l'infini. Souvent les gens ils croient que ça tend vers 1, c'est pas vrai du tout. Ça tend vers exponentielle de moins lambda. Vous aurez besoin de ça dans la démonstration. Et une utilisation de ce résultat, c'est la chose suivante, c'est que lorsque vous avez une variable aléatoire x de loi binomiale avec n grand, mettons n plus grand que 50,
Et NP inférieur à 15, il y a même des auteurs qui demandent carrément NP plus petit que 5, mais bon là je vais prendre les mêmes conventions que celles qui sont imprimées dans votre polycope. Eh bien alors on peut considérer que X suit approximativement une loi de Poisson, et le paramètre on le choisit comment? Eh bien justement on se souvient que pour une loi de Poisson, l'espérance et le paramètre coïncident. Donc là, comme on fait justement semblant que notre loi binomiale suit à peu près une loi de Poisson, eh bien, l'espérance, comme espérance, de la loi de Poisson, c'est-à-dire comme paramètre de la loi de Poisson, on va prendre l'espérance de la, loi binomiale, c'est-à-dire NP. Voilà, et donc ça donc on va sur un exemple se convaincre qu'effectivement ça ça constitue une bonne approximation. Bon, bien sûr, il y a toujours une erreur d'approximation, mais on va faire quelques calculs numériques par Minitab pour se rendre compte que ça l'erreur n'est pas si grosse que ça. Donc justement, dans l'exercice avec les 100 personnes, parmi lesquelles on recherche combien parlent espéranto, donc on avait vu que le nombre de personnes parlant espéranto dans ce groupe de 100 personnes, c'est une variable aléatoire x qui suit la loi BNP avec n égale 100 et p égale 2%. Donc NP, 2. Voilà, donc les conditions sont parfaitement remplies. N est grand, supérieur à 50, et NP plus petit que 15. Donc là, effectivement, on peut approximer notre loi binomiale par une loi de Poisson. Dans une feuille de travail Minitab, dans la première colonne, j'ai porté les valeurs K prises par notre variable aléatoire X. Enfin, j'ai porté seulement les premières valeurs de X, hein, puisque X suit une loi binomiale B1, BNP, avec n égale 100. Normalement, la liste de toutes les valeurs possibles pour X, c'est tous les entiers 0, 1, 2, 3 jusqu'à 100. Bon, j'avais un petit peu la flemme de les écrire tous jusqu'à 100, donc je me suis arrêtée à 15, et puis de toute façon, assez vite, les probabilités seront très faibles, proches de 0, donc c'est pas la peine de les afficher. Dans la deuxième colonne, on va faire apparaître la probabilité de ces valeurs K, mais la vraie probabilité exacte, hein, en utilisant la vraie loi de la variable x, c'est-à-dire la loi binomiale. Donc avec les formules de loi binomiale, les probabilités qui vont s'afficher seront vraiment exactes. Alors bien sûr, avec la calculette, ça serait difficile de les obtenir puisque n est grand, mais ici avec Minitab, ça se passera très bien. Alors pour calculer des probabilités de loi binomiale, on l'a vu tout à l'heure, on va dans Calc, loi de probabilité, et dans le catalogue, je dois choisir la loi binomiale. Voilà, alors attention de bien cliquer le premier bouton, probabilité tout court, hein, parce que ce qu'on veut, c'est la probabilité exactement de la valeur K et rien d'autre, hein. Alors ensuite, les paramètres de la loi binomiale, nombre d'essais c'est n, donc on a dit 100. La probabilité d'événement, petit p, c'est-à-dire la probabilité qu'une personne parle espéranto, on a dit c'est 2%, c'est-à-dire 0,02. En colonne d'entrée, je mets les valeurs K prises par X, et en stockage, je vais mettre la colonne C2, là où je veux voir apparaître les vraies valeurs des probabilités pour la loi binomiale. Voilà. D'accord, donc comme je disais tout à l'heure, là vers la fin, vous avez des probabilités nulles, donc toutes les valeurs qu'on a oubliées, 16, 17, etc. jusqu'à 100, c'est vraiment pas grave, elles n'étaient pas représentatives, hein. Voilà. Donc maintenant, on va, pour les mêmes entiers K, calculer les probabilités pour une loi de Poisson. Alors quel va être le paramètre? On a vu quand on fait une approximation d'une loi binomiale par une loi de Poisson, le paramètre lambda pour la loi de Poisson doit prendre NP. Donc NP 100 fois 0,02, ça va faire lambda égale 2. Alors on obtient calque loi de probabilité, le même catalogue, sauf que maintenant je prends la loi de Poisson. Toujours cliquer le premier bouton, hein, c'est des probabilités exactes, hein, des probabilités de la valeur K exactement que l'on veut, et pas probabilité des valeurs inférieures ou égales à K, hein, c'est bien la probabilité tout court et pas la proba cumulée. Donc la moyenne, hein, la moyenne d'une loi de Poisson, c'est la même chose que le paramètre, donc 2. Colonne d'entrée, toujours la colonne avec les entiers K, et en stockage, la troisième colonne pour recevoir les probabilités de la loi de Poisson. Voilà, et voilà.
Donc on se rend compte que les valeurs exactes en colonne C2 et les valeurs approchées en colonne C3 sont effectivement très voisines. Hein, ça a une petite différence au niveau de la troisième décimale. Même la probabilité de la valeur 1, elle a une excellente précision. Les 4 premières décimales sont exactes. Voilà, mais sinon on a au moins 2 décimales exactes, hein. Voilà, donc c'est vraiment une bonne approximation, c'est assez satisfaisant.